Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 24 septembre 2025 et notre ami Lath Marouf est avec nous. Bienvenue, Lath. Ravi d'être avec vous, Nima. Lath, permettez-moi de commencer par l'habitude. Merci de vous abonner et d'appuyer sur le bouton j'aime avant que nous commencions. Et juste en dessous du nom de Lath à l'écran, vous voyez freepalestine.video. Vous pouvez soutenir Lath et ce qu'il fait sur le terrain dans le sud du Liban, ainsi que ses reportages depuis d'autres pays. Plus précisément, avez-vous quelqu'un en Syrie? Nous avions une équipe en Syrie, mais depuis la chute du gouvernement là-bas, c'est devenu assez dangereux pour eux. Mais nous faisons des reportages depuis la Palestine. Et vous savez, je voyage, et Adi voyage aussi en Iran et en Irak, et nous couvrons autant que possible. Vous êtes donc très impliqué dans les actes de résistance et vous savez ce qui se passe. Lath, comment percevez-vous la situation concernant la question de l'État palestinien? Nous avons vu que la France, le Royaume-Uni, l'Australie et le Canada se sont exprimés sur l'État palestinien. Et aujourd'hui, nous avons appris grâce à Politico. Il y a un article dans Politico qui affirme que Donald Trump a promis aux dirigeants des États arabes qu'il n'allait pas laisser Netanyahou s'emparer de la Cisjordanie. Comment voyez-vous la situation actuelle au vu de ce qui s'est passé jusqu'à présent? Eh bien, il est clair que cette initiative de tous ces pays occidentaux visant à reconnaître un État palestinien désarmé, qui n'a aucun contrôle sur son espace aérien, vise en réalité à contenir la pression populaire qui monte dans la rue, et qu'ils craignent qu'une révolte n'éclate vraiment maintenant, qu'il existe un fossé immense entre l'opinion publique et le fait que cette opinion n'a pratiquement aucune représentation dans les parlements du Royaume-Uni, du Canada ou d'ailleurs. Donc je pense qu'il s'agit d'un mécanisme de décompression. De plus, la promesse de Trump, elle n'est pas écrite, elle aurait été prononcée à huis clos. Donc encore une fois, c'est une autre tentative de relâcher la pression. Ce qui se passe en Cisjordanie, c'est que les sionistes ont fermé les points de passage entre la Jordanie et la Cisjordanie et ont installé au cours des 3 derniers jours des checkpoints et des barrières à l'extérieur de chaque ville, village et bourg palestinien en Cisjordanie qui se retrouvent assiégés. Les gens sont coupés du monde depuis plus de 3 jours maintenant. Les étudiants qui sont allés à l'école ne peuvent pas rentrer chez eux et les personnes qui sont allées travailler sont également bloquées. Il y a désormais beaucoup d'élan de solidarité avec des personnes qui se rendent au checkpoint pour nourrir et donner de l'eau à ceux qui sont coincés ou leur offrir un logement. Voilà la réalité de ce qui se passe en Cisjordanie lorsque Trump tient de tels propos. Je dirais aussi que la reconnaissance symbolique de la Palestine en tant qu'État n'est pas accompagnée, par exemple, de l'ouverture d'une ambassade britannique à Jérusalem-Est pour la Palestine ou d'une ambassade canadienne. Il n'y a pas de véritable échange diplomatique. Et j'ajouterais que cette demi-mesure va causer beaucoup de problèmes à ces États parce qu'il s'agissait d'une mesure désespérée. De plus, ils n'ont pas mesuré toute la portée de ce que cela signifie. Reconnaître la Palestine comme un État. Si la Palestine est un État, qu'elle est en paix avec le Canada et que le Canada la reconnaît comme un État, et qu'il y a des citoyens canadiens présents en Israël qui attaquent cet État de Palestine, alors ces citoyens canadiens ou britanniques enfreignent la loi sur le recrutement étranger et sont passibles, non pas en vertu de la loi sur les crimes de guerre, mais en vertu du Code criminel du Canada, du Royaume-Uni et de l'Australie, d'être emprisonnés pour avoir attaqué un pays en paix avec le Royaume-Uni, l'Australie ou le Canada.
Par exemple, il s'agit de réactions ou de conséquences imprévues de cette reconnaissance symbolique de la Palestine en tant qu'État. Une autre conséquence pourrait être que si le Canada reconnaît la Palestine comme un État, alors les Palestiniens deviennent citoyens d'un véritable État. Ils ne sont plus simplement des réfugiés apatrides. Ils peuvent poursuivre des entreprises canadiennes et des responsables canadiens devant les tribunaux canadiens pour les accuser de participation à des crimes de guerre. Vous voyez, auparavant, il existait cette barrière. Les Palestiniens étaient considérés comme apatrides et ne pouvaient pas engager de telles démarches devant les tribunaux occidentaux. Donc, il y aura des réactions et des conséquences positives à cela. Mais l'intention de tous ces États n'a jamais été d'aboutir à ces résultats. Ce qui est étrange, Laith, avec ces pays, c'est qu'aucun d'entre eux ne considère d'une manière ou d'une autre le Hamas comme une entité légitime en Palestine. Alors, qui va occuper cette position? Je ne vois pas l'OLP dans ce rôle, et personne ne reconnaît cette entité, cette institution appelée l'OLP, comme représentante. Alors que se passe-t-il? Ont-ils une image réelle de la situation là-bas? Et ce dont ils parlent repose-t-il sur une vision réaliste de la réalité en Palestine? Oui, des enquêtes ont été menées auprès de la population palestinienne au cours des derniers jours, alors que la reconnaissance de la Palestine était en train d'être annoncée et qu'elle était associée à l'idée que le Hamas ne peut pas gouverner, que l'État palestinien doit être désarmé et qu'il n'a pas le contrôle de son espace aérien. Les résultats de ces enquêtes ont montré qu'un candidat du Hamas obtiendrait plus de 72% des voix, aussi bien en Cisjordanie qu'à Gaza, s'il était opposé à Mahmoud Abbas. La seule personne qui pourrait battre le Hamas est Barghouti, qui est en prison, qui a été torturé et dont on ne sait même pas quelles sont ses capacités mentales après 2 décennies de torture dans les geôles. Mais il ne l'emporterait qu'avec une très faible majorité, 54%. Il est donc évident que l'Occident n'a pas son mot à dire sur ce que les Palestiniens souhaitent voter. Et tout cela reste encore une fois imaginaire, car la Palestine est occupée. La Palestine subit un génocide, à la fois à Gaza et en Cisjordanie, un nettoyage ethnique à une échelle plus petite ou plus lente. Et ces pays, qui viennent de reconnaître l'existence de la Palestine en tant qu'État, n'ont pas encore cessé leur aide militaire à la colonie sioniste, ni appelé à l'arrêt de la guerre contre un État qu'ils reconnaissent désormais, la Palestine. Qu'ils veuillent dire que c'est Mahmoud Abbas qui dirige cette Palestine ou non, cela n'a pas d'importance. C'est un État avec lequel ils sont en paix et ils n'ont toujours pas cessé de fournir des armes pour le détruire. Après tout, s'ils partent du principe qu'ils veulent un État palestinien, il doit forcément y avoir un système de sécurité et de défense au sein de la société. Comment vont-ils se défendre d'ailleurs? Qui va s'en charger? À part le Hamas, connaissez-vous une autre force en Palestine qui pourrait le faire? Évidemment, la plupart des partis politiques palestiniens sont du côté du Hamas, dans la résistance. Nous avons donc un consensus national autour de la résistance. Le seul parti qui ne participe pas à cette résistance est le Fatah, mais uniquement sa branche politique. Même la branche militaire du Fatah, notamment à Gaza et dans des endroits comme Jenin et Tulkarem en Cisjordanie, a rompu ses liens avec Mahmoud Abbas et la branche politique du Fatah. Donc vous savez, les Palestiniens vont se défendre. Et maintenant, ils ont toujours eu, au niveau international, le droit garanti en tant que peuple occupé de se défendre. Désormais, avec la grande majorité des États occidentaux qui reconnaissent également l'existence de la Palestine en tant qu'État, ce droit à la résistance est renforcé.
Ce n'est plus seulement que des Palestiniens individuels peuvent décider de résister en vertu du droit international, mais aussi l'ensemble du peuple et en tant qu'État. Et vous savez, l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, pour être très clair pour tout le monde, est une organisation fêtière. Un de ses partis s'appelle le Fatah. L'OLP, toujours reconnu par l'ONU, est le seul représentant du peuple palestinien. L'OLP regroupe toutes les factions palestiniennes, sauf le Hamas et le djihad islamique. Et cela parce que Mahmoud Abbas refuse de permettre la réunion du conseil directeur de l'OLP depuis plus de 10 ans. Alors que tous les autres partis disent « laissez entrer le Hamas et le djihad islamique dans l'OLP », car elle est censée être le groupe fêtier représentant tous les Palestiniens et a toujours été la seule entité reconnue. Oui, il y a aussi un autre point. C'est pourquoi il est très important de comprendre. Jusqu'à présent, les Nations Unies n'ont pas reconnu l'existence d'un État palestinien à cause d'un veto américain. Donc la Palestine ne peut pas être membre des Nations Unies. Mais aussi, en réalité, les États-Unis et l'ensemble des Nations Unies ont voté et accepté l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, comme seul représentant du peuple palestinien. Nous sommes donc dans une sorte de vide, n'est-ce pas, où l'OLP est le seul représentant, l'État palestinien n'existe qu'en nom, et l'OLP ne s'est pas réuni depuis plus de 10 ans et n'est pas autorisée à se réunir par Abbas, et par conséquent, elle ne représente pas vraiment l'ensemble du spectre des Palestiniens. Quand ont-ils voté pour l'OLP, pour la dernière fois en Palestine, en Cisjordanie ou à Gaza? Est-ce que cela s'est déjà produit, voter pour eux? Ou bien est-ce qu'ils décident simplement, d'une manière ou d'une autre, qu'ils vont être, je ne sais pas, l'autorité qu'ils veulent gérer les choses? Comment cela est-il censé fonctionner? Oui. C'est donc ici que, encore une fois, la question de l'autorité palestinienne et de l'État palestinien devient problématique. Parce que l'autorité palestinienne ne représente que les Palestiniens de la Cisjordanie et de Gaza, pas Jérusalem, pas ceux de l'intérieur de 1948, et pas la grande majorité des Palestiniens qui se trouvent dans la diaspora ou dans les camps de réfugiés en dehors de la Palestine historique. Ainsi, la dernière élection organisée en 2006 pour l'autorité palestinienne ne représentait que 25% de l'ensemble des Palestiniens. D'accord. Et même parmi ces 25%, le Hamas a gagné, ce qui n'a pas été reconnu par l'Occident, et Mahmoud Abbas a refusé de l'accepter, etc. L'Organisation de libération de la Palestine représente tous les Palestiniens, partout dans le monde, à l'intérieur comme à l'extérieur de la Palestine historique. Elle est structurée comme un conseil avec une représentation de tous les partis, et elle gouverne par consensus. Cependant, Mahmoud Abbas a en grande partie écarté la direction de l'Organisation de libération de la Palestine de leurs fonctions et a refusé de la laisser fonctionner. Maintenant, avec cette reconnaissance d'un État palestinien qui est considéré comme citoyen de cet État, suis-je en tant que Palestinien né en dehors de la Palestine dans une famille de réfugiés citoyens palestiniens? Ai-je le droit de vote? Am I a Palestinian citizen? Do I have a right to vote? Those are all questions that are not answered in whatever. Ce sont toutes des questions auxquelles aucune réponse n'est apportée dans la reconnaissance dont nous disposons ici. Et je vous le dis, si ce sondage qui a été réalisé, où nous avons vu le Hamas obtenir 75% contre 72% des voix, si ce sondage avait été élargi pour inclure tous les Palestiniens du monde, le Hamas aurait probablement une part encore plus importante. Et le FPLP, le Front populaire de libération de la Palestine, aurait un pourcentage de soutien supérieur même à celui du Fatah et de Mahmoud Abbas. Car il existe bien sûr d'importantes communautés palestiniennes vivant en Amérique latine, en Amérique du Nord et en Europe, qui soutiennent en réalité davantage le FPLP et sa perspective socialiste que l'agenda libéral de Mahmoud Abbas.
than the liberal agenda of Mahmoud Abbas. Laith, en regardant l'histoire du Hamas depuis sa création, comment percevez-vous les évolutions au sein du Hamas? Comment pouvons-nous comprendre le mouvement depuis sa fondation jusqu'à aujourd'hui? Quels ont été les changements au fil des années? Yeah, I think it started. Oui, je pense que cela a commencé comme une sorte de comblement d'un vide lorsque, d'un côté, il y a eu la défaite du FPLP et du courant socialiste communiste de la résistance en septembre 1970, avec le massacre du FPLP en Jordanie. Ensuite, cela a été suivi par la défaite du Fatah libéral en 1982 à Beyrouth et la montée à ce moment-là de la résistance islamique au Liban. Et bien sûr, juste avant cela, la révolution islamique en Iran. Toutes ces choses étaient des réponses à l'échec de tout le reste. Donc nous avons eu beaucoup de membres de l'OLP, et du Fatah en particulier, qui ont rejoint le Hezbollah ici au Liban et ont travaillé avec eux. Et il y a eu bien sûr de multiples défaites qu'Israël a subies au Liban, même avant leur retrait vers la zone tampon à la frontière sud qu'ils avaient créée. À ce stade, il était évident qu'adopter une vision religieuse était l'un des seuls moyens restants pour pousser les gens à combattre, pour leur donner la volonté de se sacrifier après les échecs des perspectives libérales et socialistes. Vous savez, en 1987, avec le début de la première intifada en Cisjordanie et à Gaza, et le Fatah éloigné de la Palestine historique, l'OLP en diaspora, même pas proche de la frontière, ni en Jordanie, ni au Yémen, ni au Liban, mais jusqu'à Tunis. Cela a donné naissance à des mouvements comme le Hamas et le djihad islamique. Aujourd'hui, nous regardons ce long parcours de plus de 30 ans. Le Hamas et le djihad islamique ont beaucoup mûri. Leur discours est capable de toucher toute personne engagée dans la lutte palestinienne, qu'elle soit religieuse ou non. Ils ont un passé de sacrifice et d'engagement dans cette lutte, et ils ne sont plus seulement un groupe marginal ou simplement un substitut à un projet qui a échoué. Ils constituent un projet à part entière, et Vaterstanks, ils ont réussi à gagner le cœur de la majorité des Palestiniens. Laith, comment percevez-vous la communication entre le Hamas, le Hezbollah et les Houthis? Et dans quelle mesure leurs visions sont-elles similaires? Voient-ils la situation au Moyen-Orient de la même manière? Ont-ils une vision similaire des choses? Ou existe-t-il des différences entre eux? Vous savez, nous constatons que ce sont le Hezbollah et Ansarullah au Yémen qui sont venus en aide à la résistance palestinienne à Gaza, avec le Hamas comme composante principale. Il est clair que le Hamas coordonne avec la résistance islamique au Liban, au Yémen et en Iran. S'il y a eu une divergence d'opinion ou de trajectoire, c'était peut-être il y a 15 ans au début de la guerre en Syrie, lorsque le Hamas n'avait pas encore compris que la vague des frères musulmans, que le Qatar et la Turquie mobilisaient dans le monde arabe lors de ce qu'on a appelé le printemps arabe, était en réalité une révolution de couleur impérialiste, et que la majorité du réseau des frères musulmans avait été récupérée par les impérialistes. Nous avons donc constaté cette divergence d'opinion au début de la guerre en Syrie, et nous avons vu comment le Hamas a changé de position avec le temps à mesure que les choses devenaient plus claires et que toute la propagande autour du printemps arabe, etc., commençait à s'effondrer. Aujourd'hui, je pense que le Hamas, le Hezbollah et Ansarullah, leur politique étrangère ou leur politique militaire, sont alignés à 100%. Et doit dire que différent entre ces groupes, il n'y a pas de barrière sectaire qui avait été placée bord de cet sport et hissée devant eux par le printemps arabe.
Et cela serait la situation de la Palestine et de Gaza. Ce serait ainsi. Pensez-vous que le comportement de l'Occident les a d'une certaine manière forcés à s'unir? Ou bien était-ce la situation créée par ce type de comportement occidental? Était-ce le comportement en lui-même, ou bien les conséquences de ce qu'ils ont fait à la région qui les ont rassemblés? Yeah, you know, look, Hezbollah has Oui, vous savez, écoutez, le Hezbollah, même avant cette guerre à Gaza et le génocide à Gaza, a depuis des décennies déclaré ouvertement qu'il œuvre pour la libération de la Palestine. Il s'agit donc d'une position idéologique et d'un objectif stratégique. Parce que le Hezbollah, du point de vue de la sécurité du Liban et des peuples libanais, comprend que tant que la colonie sioniste existe, il n'y aura ni sécurité pour le Liban, ni souveraineté pour le Liban, ni prospérité économique pour le Liban. Et c'est la même compréhension qu'a Ansarullah au Yémen. Donc vous savez, il était peut-être possible pour les médias wahhabites et ikhwanis, qataris, émiratis, saoudiens, d'essayer de semer la confusion parmi les gens, de dire que le Hezbollah utilise simplement la Palestine comme prétexte pour continuer à être militarisé, et ainsi de suite au Liban, et pour contrôler le pays. La guerre à Gaza, le génocide à Gaza, et les immenses sacrifices consentis par le Hezbollah, y compris ses dirigeants martyrs, des milliers de Libanais, et la destruction massive du Liban, tout cela pour la Palestine, montre désormais clairement, ce n'est pas une question idéologique, ce n'est pas une question sectaire, ce n'est pas une question de pouvoir, c'est en réalité une question de principe. Et le peuple palestinien, tous, savent et comprennent que Sayed Hassan Nasrallah, dont la commémoration de l'assassinat et du martyre a lieu cette semaine, a donné sa vie pour la Palestine. Il n'y a aucun autre dirigeant d'un autre pays qui a été assassiné pour sa position sur la Palestine dans cette guerre, même si l'on pourrait probablement compter le président Raïssi d'Iran, mais nous attendrons que l'Iran confirme qu'il a été assassiné avant de l'affirmer. Comme vous l'avez mentionné, demain marque la commémoration de l'assassinat de Sayed Hassan Nasrallah au Liban. Et l'une de ses prédictions s'est réalisée concernant la situation en Syrie. D'ailleurs, au Moyen-Orient, voici ce que nous avons appris du général David Petraeus, s'adressant à Al-Jolani. Voici ce qu'il a dit. Et beaucoup de gens soutiennent que Saddam en parlait même avant que cela ne se produise. Voici ce qu'il en est. Et vous personnellement, comment tenez-vous le coup sous toute cette pression? Avez-vous le temps de réfléchir un peu? Dormez-vous suffisamment la nuit? Encore une fois, je suis passé par là et c'est vraiment, vraiment difficile. Et vos nombreux admirateurs dont je fais partie, nous nous faisons du souci. Quel est votre avis? Parce que Sayed Hassan Nasrallah parlait de cette situation. Et si vous regardez ses discours, tout ce qu'il a dit, on voit que la même chose est en train de se produire. Tout ce qu'il a annoncé se réalise d'une manière ou d'une autre, que ce soit lentement, progressivement ou rapidement, dans la région. Oui. Écoutez, supposons que tout ce qu'on dit sur la démocratie, les droits de l'homme et les droits des femmes contre le président Assad soit vrai. Eh bien aujourd'hui, il n'y a ni droits de l'homme, ni démocratie, ni droits des femmes, quoi que ce soit, en Syrie. Alors pourquoi personne ne parle de ces droits? Quelle est la différence entre le président Assad et Al-Jolani? La seule différence, c'est que l'un baise la main d'Israël et des États-Unis, et que l'autre a refusé. C'est le strict minimum. Et cela, si l'on croit à la propagande qui a été diffusée sur le gouvernement syrien, ce qui n'est pas vrai. Rappelez-vous, quand ils sont entrés dans la prison de Sidnaïa, il n'y avait que quelques prisonniers, vous savez, moins d'une centaine dans cette prison. Aujourd'hui, il y a des dizaines de milliers de Syriens qui ont disparu,
ont été tués, réhabilités dans des fosses communes. killed or raped or, thrown in mass graves. As we're speaking right now, the villages around Hama city, Pendant que nous parlons en ce moment même, les villages autour de la ville de Hama, des villages chrétiens, chiites et alaouites, sont en train d'être nettoyés ethniquement. Donc Pétréus lui demande « Comment dormez-vous » Je pensais qu'il allait lui demander « Comment dormez-vous avec tout ce génocide sur les mains, avec la destruction de toute la Syrie ?» Personne ne demande où se trouvent aujourd'hui tous les trésors archéologiques de la Syrie. Personne ne demande où sont passés les manuscrits de certaines des plus anciennes bibliothèques encore existantes sur Terre, à Damas et à Alep. Où sont-ils allés? Vous savez, il est clair que la Syrie a payé un prix énorme, au moins 600 000 personnes tuées, pour défendre la Palestine, pour défendre le Liban, pour défendre la souveraineté arabe et l'honneur arabe. Pitié, pitié, pitié pour la Syrie et le peuple syrien qui doivent vivre sous le règne d'Al-Julani après avoir résisté de 1942 à 2024. Vous savez, c'est un pays indépendant, souverain, qui a combattu chaque vague de colonialisme. C'est le pays qui a lutté le plus longtemps et souffert le plus. Et donc je sais dans mon esprit que ces sionistes et impérialistes peuvent rire en ce moment et applaudir les heures de sommeil d'Al-Julani, leurs favoris. Mais c'est nous qui rirons les derniers. Parce que la Syrie n'est pas un pays qu'un homme comme Al-Julani peut diriger longtemps. L'occupation française a duré exactement la période entre la Première et la Seconde Guerre mondiale. C'est tout. Elle n'a pas pu durer plus longtemps. Dès qu'il y aura une accalmie de la guerre autour de nous ici, la Syrie sera libérée. Je pense que ce qui s'est passé en Syrie est en quelque sorte un signal d'alerte pour les habitants du Liban. Car voici ce qu'a déclaré Tom Brock, l'envoyé américain au Moyen-Orient, à propos de l'armement du gouvernement libanais pour qu'il combatte son propre peuple, après avoir désarmé le Hezbollah. Ce sont les seules personnes qui sont là. Donc, l'armée libanaise est principalement composée de sunnites, il y a des chiites, et c'est une bonne organisation, elle a de bonnes intentions, mais elle n'est pas bien équipée. Parce que contre qui vont-ils se battre? Nous ne voulons pas les armer. Allons-nous les armer pour qu'ils combattent Israël? Je ne pense pas. Donc, vous les armez pour qu'ils combattent leur propre peuple, le Hezbollah. Je dirais que les Libanais, et je ne dis pas cela de manière irrespectueuse, parce que tout ce qu'ils font, c'est parler. Il n'y a jamais eu un seul acte. Nous leur avons dit, voulez-vous notre aide? Nous vous donnerons notre aide. Nous leur avons donné un plan d'action. Ils n'y arrivent pas. Si l'on parle de confiance, honnêtement, dans ce domaine, je ne fais confiance à aucun d'entre eux. Nos intérêts ne sont pas alignés. Allié est un mot inapproprié. Nos intérêts ne sont pas alignés. Avec le régime syrien? Non, avec aucun d'entre eux. Avec aucun d'entre eux au Moyen-Orient. Il n'arrête pas de parler. Et il dit même la même chose à propos d'Israël. Mais nous savons qu'il n'est pas vraiment sérieux au sujet d'Israël. Israël dirige la situation au Moyen-Orient. Mais quand il s'agit du Liban, Laith, quand tu regardes les gens au Liban et qu'ils voient ce qui se passe en Syrie, qu'ils voient ce qu'ils font en Syrie avec Jolani et sa bande, est-ce qu'ils tirent les leçons de la Syrie? Sont-ils conscients de ce qui se passe en Syrie? Et comment ça va-t-il se traduire dans la politique intérieure du Liban? Oui, tout à fait. Tout le monde observe ce qui s'est passé en Syrie et ce qui s'y passe encore, ce qui se passe en Palestine, à Gaza, en Cisjordanie. Et le fait que Tom Barak s'exprime de manière aussi ouverte a grandement facilité la tâche de la résistance, ainsi que de toute personne souhaitant soutenir la résistance. À mon avis, il a commis une grosse erreur. Il a aussi, de toute façon, fait une erreur en affirmant que l'armée libanaise est principalement sunnite. Ce n'est pas vrai.
L'armée libanaise reflète les proportions de la population, ce qui signifie que le plus grand bloc au sein de l'armée est en réalité chiite. Et c'est en partie pour cela qu'ils ne peuvent pas affronter leur propre peuple, qu'ils soient sunnites, chiites, chrétiens ou druzes présents dans l'armée. Ils ne vont pas tuer leur propre peuple. Personne n'a rejoint l'armée pour cela. Et il a dit ouvertement qu'il n'armerait pas cette armée pour défendre le pays contre son principal ennemi, Israël. Ils vont seulement les armer pour tuer leur propre peuple. Ce sont ses mots. Il dit aussi dans cette même interview qu'il n'y aura pas de paix et qu'ils ne rendront pas les terres qu'ils occupent au Liban, en Syrie ou en Palestine. Que l'issue de tout cela sera qu'un parti devra se soumettre, il a utilisé ce mot, et l'autre devra dominer. Donc il dit à tous les Arabes, pas seulement aux Libanais, à tous les musulmans, que vous devez vous soumettre à un peuple élu. Vous devez admettre que votre propre religion est un mensonge, que vos prophètes sont des menteurs. C'est ce que signifie reconnaître le droit de l'État d'Israël à exister. Pour un arabe, pour un chrétien, pour un musulman, cela veut dire que, eh bien, votre Dieu est un menteur. Et vous levez la main en disant, oui, il y a un peuple élu, c'est eux. Je ne fais pas partie de ce peuple, et mes dieux sont faux. C'est ce que Barak nous dit ouvertement qu'il faut accepter. Et c'est pour cela que cela n'arrivera pas. La folie de grandeur qui habite les têtes des impérialistes et des sionistes leur fait croire qu'ils peuvent changer le cours de l'histoire, du temps et de la géographie. Cela fait 6000 ans que les Européens envahissent la Méditerranée orientale et le sud de la Méditerranée, essayant de forcer les peuples de ces pays à se soumettre, notamment physiquement, mais aussi à leurs dieux. Et à chaque fois, ils échouent. Et ils pensent, M. Barak, avec Trump, je ne sais pas, ce type perd la tête, Trump, quand on les écoute, ou Netanyahou, le fou, ils pensent pouvoir accomplir ce qui n'a pas été accompli en 6000 ans. Et c'est cette folie qui est dans leurs esprits, et c'est pour cela qu'ils vont brûler le monde entier avec eux. Et ils n'atteindront jamais ce dont ils rêvent. Laith, voici ce que Naftali Bennett a dit à propos du mouvement en Occident concernant la reconnaissance de l'État palestinien et ses sentiments à ce sujet. Vous avez la résolution de l'Assemblée générale appelant à une solution à 2 États. Ne considérez-vous pas cela comme un signe que le reste du monde n'est plus d'accord avec vous? Oh non, j'en suis bien conscient. Mais en ce qui concerne notre position internationale, écoutez, c'est difficile. Mais je préfère que mes enfants vivent et soient impopulaires, plutôt qu'ils soient tués et aimés dans le monde entier. Laith, que se passe-t-il dans l'esprit des Israéliens? Et comment cela se compare-t-il avec l'axe de la résistance et le peuple palestinien? Nous savons qu'aujourd'hui, alors que nous parlons juste avant de venir à l'antenne, nous avons appris qu'un drone yéménite a frappé Eilat, dans le sud d'Israël. Cela montre que peu importe à quel point on aide Israël, combien d'armes ou de systèmes de défense aérienne on envoie, ils ne pourront pas gérer la situation au Moyen-Orient, car même le coût de ce qu'ils font n'est même pas comparable. Et c'est pourquoi ils ne peuvent pas tenir. Pour les États-Unis, c'est pareil. C'est pourquoi, à mon avis, Donald Trump a reculé. D'une certaine manière, il ressent la situation en mer Rouge. Rappelez-vous, j'ai dit que les outils avaient capitulé. C'est pourquoi nous revenons aux États-Unis. Nous n'allons pas être là en mer Rouge, à Bab el-Mandeb. Comment peuvent-ils continuer le conflit tel qu'il est? Parce qu'il me semble que l'économie israélienne s'effondre tout simplement. Quel est ton avis là-dessus? Yeah, so
Oui, donc, les vidéos que nous venons de voir de l'attaque d'Eilat par des drones yéménites, je pense qu'on a vu au moins 4 cibles différentes être touchées. Cela montre à quel point cette nouvelle génération de drones utilisés par le Yémen parvient à traverser toutes les défenses aériennes. Leurs missiles hypersoniques à ogives multiples atteignent leurs cibles chaque jour. Nous venons d'avoir quelques chiffres publiés par le magazine Foreign Affairs, et ces chiffres ont montré que 75% des interceptions pendant la guerre de 12 jours entre l'Iran et la colonie sioniste ont été réalisées par les systèmes de défense aérienne américains THAAD et SAM-3S, qui étaient stationnés dans la colonie sioniste. Cela signifie que Arrow, Fronde de David, Arrow 1, 2, 3, peu importe, tous ont échoué dans leur mission. L'autre chiffre que nous avons obtenu est que les États-Unis ont épuisé 27% de leur stock de missiles THAAD et SAM-3S pendant ces 12 jours, et que les Israéliens n'avaient plus que 2 jours de réserve de leur propre système de défense aérienne. C'est pourquoi ils ont supplié que la guerre avec l'Iran s'arrête, parce qu'au 12e jour, la probabilité qu'un missile iranien atteigne sa cible était déjà de près de 80%. Nous savons que l'économie israélienne est détruite. Tout Israël ne peut produire, en un an, que 1000 missiles de défense aérienne, Arrow 1, 2, 3 et Fronde de David, alors que l'Iran peut produire 1000 missiles hypersoniques à tête multiple en un mois. Donc, c'est déjà réglé de ce côté-là. Nous pouvons également constater que l'Occident est en train de se surmener et que ce sont en réalité les États-Unis qui ont capitulé face au Yémen. Ils étaient censés attaquer le Yémen pour l'empêcher d'attaquer Israël et les navires à destination d'Israël. Eh bien, ils sont partis et le Yémen continue d'attaquer la colonie sioniste et les navires qui s'y rendent. Ce sont donc les États-Unis qui ont capitulé devant le Yémen. Et maintenant, vous savez, je l'ai dit il y a 2 ans, lorsque cette guerre a commencé, Israël a été vaincu militairement le 7 octobre. L'Occident a été vaincu le 7 octobre. Ce que nous voyons depuis 22, 23, presque 24 mois maintenant, c'est une guerre de volonté. Les Palestiniens vont-ils abandonner? Les Libanais vont-ils abandonner? Les Yéménites vont-ils abandonner? Les Iraniens vont-ils abandonner? Face à une destruction massive qui n'a aucun objectif stratégique ou militaire. Israël peut bombarder d'immenses villes, détruire, tuer, massacrer, mais il ne peut atteindre aucun objectif militaire. Donc la seule façon pour lui d'atteindre un objectif militaire, c'est que les gens capitulent devant lui. Et jusqu'à présent, les Palestiniens ne l'ont pas fait, les Libanais ne l'ont pas fait, les Yéménites ne l'ont pas fait, les Iraniens ne l'ont pas fait, et l'Occident ne pourra pas protéger Israël encore très longtemps. Un dernier chiffre que je vais vous donner ici. Nous avons maintenant des chiffres du ministère israélien de la Défense indiquant que 81 000 soldats israéliens ont été blessés. 81 000 soldats israéliens. Et selon les statistiques modernes des guerres, il y a 3 blessés pour un mort. Donc, dans le meilleur des cas, Israël a eu 27 000 soldats tués. D'accord. Et c'est plus de la moitié de ce que les États-Unis ont perdu pendant la guerre du Vietnam, soit 55 000 morts. Désolé, tués. Donc l'armée israélienne s'effondre. Ils sont obligés de compter sur les colons des collines de Cisjordanie, les envoyant comme chair à canon à Gaza. Le ministre de la Défense et le chef d'état-major devaient recruter 200 000 nouveaux soldats. Ils n'ont pas pu. Ils ont abaissé le chiffre à 100 000. Ils n'ont pas pu. Ils l'ont abaissé à 50 000. Ils n'ont pas pu. Et maintenant, après un an de tentatives, ils n'ont obtenu que 18 000 nouveaux soldats, bien loin de leur objectif initial de 200 000. Donc Israël s'effondre. Il ne peut pas exister.
Il existe, en réalité, seulement sous assistance respiratoire et dans l'esprit en colère des élites occidentales. C'est là qu'Israël existe. Et dès que ça s'effondrera, et nous commençons à voir l'effondrement, il n'y aura plus d'Israël. Vous savez ce qui est incroyable? Je ne sais pas si vous avez entendu Mike Huckabee, l'ambassadeur des États-Unis en Israël. Il a dit que Israël avait inventé, je ne sais pas, le téléphone portable. Vous regardez ses arguments. Il dit qu'Israël a inventé l'oxygène que vous respirez. Vous voyez, c'est tellement... Comment pourraient-ils ne pas être capables de produire leurs propres armes s'ils sont censés être si puissants pour fabriquer des choses? Et nous savons, avec la situation des États-Unis, comme nous le savons, le conflit en Ukraine touche à sa fin, parce que l'Occident n'est pas capable de produire plus d'armes à livrer à l'Ukraine. Même avec les dernières nouvelles que nous avons eues, à savoir que les Européens achètent de nouvelles armes aux États-Unis pour les envoyer en Ukraine. Les États-Unis leur ont vendu des armes, mais ils ne les ont pas. Et je ne sais pas quand ils seront capables de livrer ces armes. C'est aussi le problème avec Israël. Peu importe combien de temps Israël veut poursuivre le conflit, ils ne pourront pas lutter contre les actes de résistance, je pense. Oui, oui. Ces systèmes de défense aérienne que l'Occident a dû utiliser pour défendre Israël contre les missiles hypersoniques, chacun d'eux coûte entre 1 million et 20 millions de dollars par missile, alors que le missile le plus cher produit par l'Iran ou le Yémen coûte environ 100 000 dollars. Donc l'économie de cette guerre, en raison de la démocratisation de la technologie militaire que nous avons vue avec les drones et les missiles hypersoniques, est désormais du côté du défenseur. Peu importe combien de F-16 vous possédez, etc. Quelqu'un peut avoir quelques missiles et obtenir le même effet que s'il avait des F-16 ou des F-35. Je veux aussi dire que, vous savez, évidemment les sionistes ont réussi, depuis plus de 80 ans, à imprimer dans l'esprit d'une grande partie de la société occidentale qu'ils sont la crème de l'humanité, qu'ils sont les meilleurs médecins, les meilleurs ingénieurs, les meilleurs avocats, les meilleurs chanteurs, les meilleurs danseurs, les meilleurs acteurs, tout. Ils sont les meilleurs dans tout. Ça me rappelle un sketch de Saturday Night Live, peut-être pendant le premier mandat de Trump, où il s'agit de nommer quelqu'un au gouvernement et tous ces sénateurs posent des questions sur Israël. Et puis l'un des sénateurs lui demande tout cela dans un sketch de Saturday Night Live. Donc Netanyahou décroche le téléphone et vous dit que vous devez sauver Israël ce soir. Et la seule façon d'y parvenir est de faire une fellation à un âne en direct à la télévision. Le feriez-vous? Et tous les sénateurs assis là disent oui, je le ferai. D'accord, c'était un sketch de Saturday Night Live, mais c'est la réalité en ce moment. Quand vous entendez Mike Huckabee, Trump ou d'autres responsables américains dire à leur propre population qu'ils valent moins que les Israéliens, c'est quelque chose d'inédit dans l'histoire de l'humanité. Nous n'avons jamais entendu les dirigeants d'une nation dire à leur propre peuple qu'ils valent moins que quelqu'un d'autre. Nous avons entendu des civilisations élever toute leur population en leur disant qu'ils valent plus, qu'ils sont suprêmes, mais nous n'avons jamais entendu quelqu'un dire qu'ils valent moins. Et nous, en tant qu'Arabes, en tant que musulmans dans cette région, nous refuserons cela. Et je ne sais pas combien de temps encore, le public américain, canadien, britannique, accepteront les Israéliens. Merci beaucoup, Laith, d'être avec nous aujourd'hui. C'est toujours un grand plaisir. Bonne journée, Nima. Si. Bonjour, Matt. Comment ça va, Matt? Bien, bien. Et toi, comment tu vas? Ça fait plaisir de te voir. Content de te revoir. Dis-moi, tu as besoin de faire une pause ou quelque chose?
Non, non. Nous sommes en direct en ce moment. Oh, on est en direct? Ah, d'accord. Je regarde mon téléphone. Je me dis oui, d'accord. Oui, d'accord. Comment ça va, Matt? Je vais bien, je vais bien. Oui, oui. Et toi, ta famille? Ça fait 6 mois. On va très bien. Nous allons très bien. C'est tellement agréable de te revoir parmi nous, Matt. Merci. Matt, commençons par la situation de l'État palestinien. Nous savons qu'en ce moment, en Europe, au Canada et en Australie, on parle de la solution à 2 États. Ce que je trouve irréaliste, à mon avis, c'est la façon dont ils évoquent un État palestinien sans le Hamas. Comment définissez-vous cela? Comment comprenez-vous cette position de leur part? Eh bien, je pense que l'on peut prendre la définition ou l'explication très spécifique, littérale et sémantique, selon laquelle le Hamas, tel que nous le comprenons aujourd'hui, le mouvement de résistance organisé qui est actif depuis une quarantaine d'années, ne peut plus exister. Que ces personnes qui se promènent avec ce drapeau ne peuvent plus se rassembler sous ce drapeau. C'est d'ailleurs quelque chose que le Hamas lui-même a déclaré être prêt à faire. Je veux dire, à plusieurs reprises, le Hamas a affirmé que dans le cadre d'une résolution concernant Israël et la Palestine, il se retirerait, le Hamas se retirerait de la gouvernance. Ils l'ont dit à de multiples reprises. Ils plaident, dans leur proposition de cessez-le-feu, pour la mise en place d'un gouvernement palestinien qui n'inclurait pas nécessairement le Hamas. Encore une fois, c'est cette idée littérale, spécifique et sémantique selon laquelle ces personnes avec ce drapeau ne peuvent pas être impliquées. Mais si vous prenez du recul, si vous abordez cela de manière beaucoup plus rationnelle, raisonnable et mature, cela n'a pas d'importance. Cela n'a pas d'importance. Êtes-vous en train de dire que tout va bien, tant que, encore une fois, comme je le dis, le drapeau du Hamas n'est pas présent? Eh bien, que faites-vous alors pour répondre aux revendications légitimes du peuple palestinien qui ont été exprimées de manière approfondie par le Hamas, par le djihad islamique palestinien, par l'OLP, par les 16 ou 17 autres groupes de résistance qui opèrent à Gaza et en Cisjordanie? Que dites-vous? Dites-vous qu'ils ne peuvent pas participer? Je me méfie donc beaucoup de ceux qui disent que ça doit se faire sans le Hamas, car ce que je pense qu'ils disent, c'est ceci. Il faut une Palestine qui ne résiste pas. Il faut un État apprivoisé, castré, réduit à l'impuissance. Voilà à quoi la Palestine doit ressembler. Elle doit ressembler à la Palestine dont Hillary Clinton parle très souvent. Vous entendez Hillary et Bill Clinton aussi, vous les entendez souvent dire que les Palestiniens ont rejeté un accord de paix avec Israël. Et c'est à cela que cela aurait ressemblé. L'État palestinien qui serait né de ce dont ils parlent aurait été un État faible, pathétique, neutralisé, une coquille vide, un hologramme de nation. Ils n'auraient même pas eu leur propre droit sur l'eau. Encore moins le contrôle des frontières, des aéroports, des ports, une armée, des droits commerciaux, etc., etc., etc. Donc je me méfie beaucoup de ceux qui disent qu'il faut un État palestinien sans le Hamas, car ce que je pense qu'ils veulent dire, c'est un État palestinien qui existe à genoux, en supplication devant Israël, les États-Unis et l'Occident. Matt, nous avons reçu Tom Brock lors de sa dernière interview. Nous avons parlé de l'issue en Afghanistan. Je ris simplement parce que ce type est... Laisse-moi juste te faire écouter ce qu'il a dit dans cette interview à propos de la fin du conflit. Bien sûr. J'espérais que vous n'alliez pas poser cette question parce que j'en sais rien. Je ne pense pas que quelqu'un le sache. Écoutez, la fin de partie, quand on parle de paix, c'est une illusion. Il n'y a jamais eu de paix. Il n'y en aura probablement jamais parce que tout le monde se bat pour la légitimité. Au final, quelqu'un veut la domination, ce qui signifie que quelqu'un doit se soumettre. Dans cette région du monde, se soumettre, il n'y a pas de mot arabe
pour se soumettre. Ils n'arrivent pas à concevoir la soumission. Donc au final, la prospérité est la seule réponse. Eventually, prosperity is the only answer. Je ne pense pas que la paix soit une illusion, Matt. Je ne vois pas les choses comme ce type, parce que selon lui, il n'y a pas de fin à ce dont il parle. C'est extrêmement, tu sais, effrayant pour tout le monde, parce qu'on ne sait même pas de quoi il parle. Après tout, il faut comprendre la situation. Il faut trouver une sorte de solution à ce qui se passe. Oui, c'est effrayant. Ces gens sont des ignorants. Vous savez, j'ai entendu l'autre jour quelqu'un dire cela à propos de Donald Trump. Et nous devrions parler du discours de Trump hier à l'Assemblée générale, parce qu'il y a certainement beaucoup de choses à tourner en dérision et à ridiculiser. Mais c'est très dangereux, très effrayant quand on regarde ce qu'il veut dire, ce qu'il a l'intention de faire, sa vision du monde. Et c'est la même chose que Tom Barak là-bas au Liban. Vous savez, c'est bien d'avoir un type comme Barak ou même Trump, parce qu'il y a un aspect divertissant. Votre invité précédent, Laith, parlait de Saturday Night Live. C'est vrai. C'est comme regarder un sketch du Saturday Night Live. La présidence de Donald Trump serait fantastique si c'était une comédie télévisée sur Netflix, tu vois. Mais c'est pas le cas. Et tu regardes des gens comme Barack, et tu te dis, d'abord, il ne parle même pas anglais. Il ne sait pas de quoi il parle quand il dit qu'il n'existe pas de mot arabe pour se soumettre. N'est-ce pas? L'islam signifie se soumettre. Toute la religion est fondée sur la soumission individuelle à Dieu. C'est ce que le mot veut dire. Quand Muhammad a été appelé dans la grotte, et je ne veux pas trop m'avancer là-dessus parce que j'ai oublié beaucoup de choses sur l'islam et ce genre de sujet, mais bref, il a été appelé à se soumettre, n'est-ce pas? Je veux dire, l'ignorance qui est affichée ici, il la montre si volontiers et s'en fiche complètement. On peut imaginer que quelqu'un a dû le corriger depuis. Je ne sais pas si Barack est sur Twitter ou pas, ou sur X, mais ça a forcément été corrigé maintenant. Genre, tu as fait une erreur. Il s'en moque. Tu sais, en regardant Trump hier, il y a un point vraiment clé. Son discours portait tellement sur la migration, mais aussi sur le changement climatique et les énergies renouvelables. On pouvait totalement imaginer ExxonMobil le briefer juste avant. Mais quand il parle de la Chine, il dit que la Chine fabrique toutes les éoliennes et les panneaux solaires, mais que eux-mêmes ne les utilisent pas. Ils les vendent aux pigeons de l'Occident qui ont cru à l'arnaque de l'énergie verte. Et ils payent la délégation chinoise. La délégation chinoise, on le voit sur leur visage, c'est comme « Mais de quoi parle ce type ?» Parce que la Chine est de loin le plus grand utilisateur d'énergie renouvelable au monde, et ils continuent d'investir de plus en plus. Leur part dans l'utilisation des énergies renouvelables augmente chaque année. Mais Trump se moque des faits. Barack se moque des faits. Et donc, quand il parle ainsi, c'est révélateur. Cela montre qu'ils ont une vision du monde et un état d'esprit qui, comme tu l'as dit, Nima, sont faits de conflits sans fin, de guerres sans fin. Ils se perçoivent eux-mêmes. Il y a une primauté de leur individualisme et, selon leurs propres critères, de ce à quoi ils sont liés, qui domine leur façon de penser dans un monde où tout est nous contre eux. Ainsi, lorsque des gens entendent un type comme Tom Barak dire qu'il n'y aura jamais de paix, que c'est toujours une question, ils l'exposent clairement. C'est toujours une question de quelqu'un qui cherche à dominer et de quelqu'un qui refuse de se soumettre. Il expose ces dynamiques d'agresseur, de quelqu'un qui essaie de prendre à un autre. Il le dit, c'est limpide. Que se passe-t-il ici? Absolument, c'est bien ce qui se passe. On assiste, tout comme les États-Unis essaient de le faire, à une volonté de maintenir la primauté dans le monde. Vous avez Israël qui essaie d'obtenir et de maintenir la primauté au Moyen-Orient. C'est évident comme le jour.
mais ils sont d'accord avec cela, parce que c'est leur vision du monde. Et donc, ces personnes sont très très dangereuses, parce qu'elles n'agissent pas selon des principes ou des valeurs. Elles sont, à bien des égards, ahistoriques. Elles sont ignorantes, comme nous en discussions. Et donc, pour ceux qui n'ont pas vu l'interview, ou même si vous le souhaitez, Middle East Eye a fait un excellent résumé de ce qu'a dit Barak dans cette interview. 10 points clés. Vous savez, Middle East Eye a qualifié cela d'interview folle ou délirante avec Tom Barak. Donc oui, on voit bien comment ces types, ce qu'ils disent, c'est très clair et explicite. Et nous devrions les prendre au mot. Matt, quand on regarde l'Europe aujourd'hui, on voit, à mon avis, que ce qui se passe avec les dirigeants européens, c'est qu'ils essaient d'une certaine manière de se rapprocher de l'opinion publique. C'est pour cela qu'ils ont décidé de reconnaître l'État de Palestine. On le voit en Italie. Les gens descendent dans la rue pour protester contre la politique étrangère du gouvernement envers la Palestine. Vous savez, on a eu la même chose avec Charlie Kirk aux États-Unis. Le public, la foule, lorsqu'il discutait du cas d'Israël, a réussi d'une certaine façon à faire évoluer l'opinion de Charlie sur Israël. Et vous savez, le mouvement vient de l'opinion publique, du peuple, et atteint ceux qui détiennent une certaine forme de pouvoir, qui occupent des postes de responsabilité en matière de politique étrangère. Je parle surtout de l'Europe. Alors, pensez-vous que l'opinion publique pourrait faire avancer les choses davantage que ce qui se passe actuellement? Parce que selon moi, cela changerait complètement la donne. Eh bien, c'est certain, si les Européens coupaient le commerce avec Israël, ce serait énorme. Mais je ne pense pas que cela va arriver. Mon avis sur cette reconnaissance, c'est qu'elle est performative. C'est symbolique. Mais au final, regardez, j'ai en ce moment devant chez moi le drapeau palestinien qui flotte. Qu'est-ce que ça change concrètement? Qu'est-ce que cela signifie réellement? Je pense que c'est surtout un geste de la part des Européens. Pour les raisons que tu as évoquées, Nima, ils doivent faire quelque chose pour apaiser leur opinion publique. Écoutez, je veux dire, la popularité de ces dirigeants à travers l'Europe de l'Ouest. Vous savez, mon Dieu, ça fait passer les démocrates et les républicains aux États-Unis pour les Beatles ou quelque chose comme ça. Donc le geste qui est fait, s'il n'est pas suivi d'action, il ne veut rien dire. Vous savez, j'étais en Irlande il y a 10 mois et partout où je parlais, la plus grande résistance que j'ai rencontrée, le moment où les Irlandais étaient le plus en colère contre ce que je disais, c'était quand je disais quelque chose comme « Vous savez, je veux vraiment vous remercier parce que l'Irlande montre vraiment l'exemple ici. » Ils font partie des rares nations occidentales à s'exprimer, des rares à tenter de faire quelque chose contre ce génocide. Et les Irlandais vont s'en offusquer. En réponse à mes propos, ils diront « Nous sommes le plus grand partenaire commercial d'Israël. » Donc le gouvernement irlandais peut dire ce qu'il veut, mais c'est le plus grand partenaire commercial d'Israël dans l'UME. Tant qu'il n'y aura pas de véritable action, quelque chose qui nuise réellement à Israël, au point de forcer le gouvernement israélien à subir une pression politique intense de la part des Israéliens qui ne sont pas liés au projet israélien, un nombre qui diminue chaque année, rien ne changera. Quel type de pression, quelle forme de force faut-il exercer sur Israël en ce moment pour faire en sorte que les 80% d'Israéliens qui sont satisfaits et heureux du génocide en cours, ou quels que soient les derniers chiffres de l'opinion publique, l'ensemble de la Knesset, tout le cabinet, tous les opposants de Netanyahou, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour les amener à dire « D'accord, cela fait tellement mal que nous allons arrêter la poursuite de notre plan de nettoyage ethnique qui dure depuis 8 décennies, surtout lorsqu'ils voient la fin approcher à Gaza. » Cela pourrait encore prendre quelques années, et alors qu'ils sont sur le point d'atteindre ce qu'ils ont vraiment raté il y a 80 ans,
ou même il y a 80 ans, en n'allant pas jusqu'au Jourdain. Ils sont sur le point d'annexer la Cisjordanie, et c'est leur objectif. Sabristay Torber Froth, NSDUSSW. Tout le reste n'est qu'un effort adjacent ou secondaire, des opérations de façonnement. Ce que nous voyons se passer en Syrie, au Liban, même en Iran, tout cela vise à préparer le champ de bataille, si l'on peut dire, la région, si l'on veut, pour l'annexion de la Cisjordanie. Donc la pression qui doit être exercée, c'est sur les États européens, afin qu'ils fassent quelque chose d'assez sévère pour pousser les Israéliens. Sachant que les Israéliens, sachant qu'ils ont le soutien des Américains, nous ne voyons aucune issue à cela. C'est le moins que je puisse prédire. Donc, vous savez, cette reconnaissance est certainement nécessaire. Elle aurait dû être faite il y a des décennies. Al Jazeera avait un excellent titre. 108 ans après la déclaration Balfour, les Britanniques reconnaissent l'État de Palestine. J'ai trouvé que c'était un titre parfait. Mais au final, ce n'est vraiment qu'un titre. Vous savez, la reconnaissance est nécessaire, indispensable, mais je ne pense pas que cela exerce une réelle pression. Et d'une certaine manière, cela donne aux Israéliens ce qu'ils veulent. Bien sûr, cela donne aux Israéliens une raison d'aller de l'avant avec l'annexion. Oui, et nous verrons quelle sera la réponse israélienne. Je crois qu'il y a quelques jours, Netanyahou a dit qu'il en discuterait avec Trump. Donc, j'imagine qu'il verra Trump à la fin de cette semaine. Peut-être saurons-nous alors ce que les Israéliens prévoient de faire exactement. Mais vous savez, l'annexion a toujours été leur objectif. Et vous savez, c'est pourquoi je dirais à ceux qui s'inquiètent pour la Palestine, le moment est venu de travailler à renforcer la résistance palestinienne en Cisjordanie. Ils résistent depuis des décennies. Je ne veux pas aller trop loin ici, ni donner l'impression de vous savez, mais en ce qui concerne Gaza, c'est fini. Je ne vois rien qui puisse arrêter le nettoyage ethnique à Gaza. Que Dieu m'aide. Que Dieu aide ces gens. Mais Gaza, c'est fini. La Cisjordanie existe encore. Et est-il possible pour nous, à l'extérieur, de faire tout ce qui doit être fait pour consolider, renforcer, soutenir, financer, peu importe, la résistance palestinienne en Cisjordanie, afin que ce qui s'est passé à Gaza ne se reproduise pas en Cisjordanie? Matt, nous avons appris de Politico que Donald Trump a promis aux États arabes qu'il ne soutiendrait pas l'annexion de la Cisjordanie par Israël. Penses-tu que l'un de ces dirigeants arabes ferait confiance à Donald Trump? Je ne sais pas. Oui, je sais, je ne pense pas. Je ne pense pas. Et l'idée aussi, c'est combien d'entre nous font confiance aux dirigeants arabes, n'est-ce pas? Donc si je vous disais que les dirigeants arabes vont faire tout un scandale et s'indigner, et quand je dis dirigeants arabes, j'inclus Erdogan et, vous savez, d'autres. Donc les dirigeants de la région, ils ont tous refait leur discours. Hier, Erdogan, Abdullah, ils ont fait leur discours, les mêmes que l'an dernier. Je me souviens que l'an dernier à l'ONU, Erdogan et Abdullah parlaient essentiellement comme s'ils déclaraient la guerre à Israël. Abdullah a parlé d'ouvrir physiquement un corridor vers Gaza, sous-entendant l'usage de la force militaire. Erdogan, même genre de choses. Alors attendons-nous à quelque chose. Pourquoi le devrions-nous? Alors pourquoi les Israéliens et les Américains ne devraient-ils pas croire que dans 4 ou 5 ans, oui, après qu'Erdogan, Abdullah et d'autres auront protesté contre l'annexion de la Cisjordanie, ils ne continueront pas à entretenir des relations. Les Émirats arabes unis et d'autres pourraient se retirer des accords d'Abraham. Mais qu'est-ce qui les empêcherait de normaliser à nouveau leurs relations dans 5 ans? Et je pense que c'est la mentalité israélienne à ce sujet. C'est aussi la mentalité américaine. Oui, ce sera difficile sur le plan international. Ça l'a déjà été. Mais regardez, nous avons survécu à 2 ans de ce génocide. Et qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Ils continuent à entretenir des relations avec nous.
Je veux dire alors, et s'ils rompent leur relation avec nous? D'accord, mais dans quelques années, les choses redeviendront normales. Je pense que c'est là-dessus que misent les Israéliens et les Américains. Pas qu'ils s'en soucient vraiment, car l'idée d'Israël forteresse. Netanyahou n'a-t-il pas comparé Israël à Sparte il n'y a pas si longtemps? Mais cette idée d'Israël forteresse, Israël contre le reste du monde, n'est-ce pas la voie biblique? N'est-ce pas l'histoire cosmique ou universelle de tout cela? N'est-ce pas en quelque sorte l'état d'esprit sous-jacent des Israéliens et par extension des sionistes aux États-Unis et en Europe qui les soutiennent? Je veux dire, regardez le discours de Trump hier. C'était entièrement nous contre eux. Le discours de Trump hier, il s'adressait aux Européens en disant « vos pays vont à vos lots ». Il ne s'adressait pas, vous savez, aux gens du Brésil ou du Maroc ou d'Indonésie. Il s'adressait aux Européens, et en particulier aux Européens de l'Ouest. Vous savez, cette idée qu'il existe une mentalité du « nous contre eux », qu'il y a des blocs dans ce monde, qu'il y a des races ou des ethnies dans ce monde, que c'est le choc des civilisations. C'est ce que ces gens croient. C'est à cela qu'ils adhèrent, et c'est ce pourquoi ils se préparent, ce qu'ils essayent de construire. Je le crois vraiment. Et donc, si c'est le cas, n'est-ce pas simplement ainsi que les choses doivent être? Israël forteresse. Donc, si toutes ces nations rompent leurs relations avec Israël ou arrêtent le commerce ou quoi que ce soit d'autre, eh bien, n'était-ce pas ce à quoi il fallait s'attendre? N'est-ce pas ce que la Bible nous dit? N'est-ce pas ce que notre histoire nous dit? N'est-ce pas ce que notre instinct nous dit? N'est-ce pas là la conséquence, le prix, le risque de poursuivre notre place légitime dans ce monde, dans cet ordre, dans l'histoire? Non. Enfin, c'est comme ça que je vois ces gens. Donc oui, je veux dire, préférerait-il continuer ces relations, poursuivre ces échanges commerciaux? Absolument. Mais leur objectif, c'est la Cisjordanie. Leur objectif, c'est le Grand Israël, que ce soit pour les Israéliens ou les Américains. C'est ça, le but. Et quels qu'en soient les coûts, eh bien, c'est à eux de les assumer. Et encore une fois, je pense qu'ils partent du principe, et je n'ai aucune raison d'en douter, que dans quelques années, les choses reviendront à la normale. Les affaires reprendront, les touristes reviendront à Jérusalem, et ainsi de suite. Matt, in your opinion, how big was the attack on Matt, Doha à votre for avis, Arab states? quelle a été l'importance de l'attaque contre Doha pour les États arabes? Parce que nous savons que les Israéliens affirment que 15 avions de chasse sont allés bombarder la salle des négociations et qu'ils ont survolé l'Arabie saoudite pour y parvenir. Ils ont utilisé l'espace aérien saoudien. Comment se fait-il que l'Arabie saoudite n'ait pas pu reconnaître ou voir ce qui se passait dans son espace aérien? Étaient-ils au courant ou ne sont-ils pas assez capables de détecter ce qui se passe? Oui, vous savez, pour répondre à votre question sur la manière dont ils devraient réagir, ils devraient être très inquiets à ce sujet. C'est très sérieux. Cela démontre une capacité et une compétence des Israéliens qui sont tout simplement inégalées. Bien sûr, l'accord de défense, le traité militaire entre l'Arabie saoudite et le Pakistan qui a été annoncé cette semaine, juste après cette attaque contre Doha. Vous savez, un accord de ce type prendrait des mois, voire des années, à être élaboré. Mais le timing était parfait, n'est-ce pas? Les Saoudiens montrent qu'ils doivent chercher ailleurs pour répondre à leurs besoins en matière de sécurité. Que l'ancien rôle établi des États-Unis, qui remonte à Franklin Roosevelt en tant que garant de la sécurité de l'Arabie saoudite, a disparu. D'après ce que j'ai compris de ce qui s'est passé avec cette frappe sur Doha, les Israéliens ont lancé les avions et tiré leurs missiles balistiques aéroportés depuis la mer Rouge, et ils ont survolé l'Arabie saoudite. Ces missiles balistiques aéroportés voyagent très vite et très haut. Je ne sais pas si les Saoudiens ont la capacité de détecter ces missiles,
Les Américains, oui, mais il faut être en alerte et les chercher activement. Rien n'indique que les Américains étaient en alerte ou qu'ils les cherchaient à ce moment-là et à ce niveau. Encore une fois, ils vont très vite. Je ne sais pas qui dit la vérité concernant le fait que les Israéliens aient prévenu ou non les Américains. Je ne sais pas. Ils se rejettent la faute. Mais même dans ce cas, la façon dont fonctionnent ces missiles balistiques, l'altitude qu'ils atteignent, montant pratiquement dans l'espace, puis la vitesse à laquelle ils voyagent, je ne sais pas si les défenses américaines au Qatar auraient pu être activées à temps pour intercepter ces missiles balistiques. De plus, il s'agit de missiles balistiques très récents. Je n'ai plus leur nom en tête. Mais si vous vous souvenez, lorsque la situation s'est tendue entre l'Iran et Israël au printemps 2024, des documents divulgués issus des services de renseignement américains ont révélé les préparatifs israéliens pour ces frappes. Ils mentionnaient 2 de ces types de missiles balistiques lancés depuis les airs, que la plupart des observateurs ne connaissaient même pas. Pour ma part, je n'en avais jamais entendu parler. Et quand j'ai cherché sur Google, il n'y avait rien sur ce que sont ces missiles. On pouvait peut-être trouver 1 ou 2 blogs avec quelques spéculations. Ce sont donc les missiles d'attaque israéliens les plus avancés. D'accord. Je ne sais pas s'ils sont aussi performants, disons, que les missiles hypersoniques russes, mais il faut bien croire qu'ils le sont. C'est une capacité que les Israéliens possèdent et que personne d'autre dans la région ne peut égaler. Donc, pour répondre à votre question sur le sérieux avec lequel il faut prendre cela, absolument. On ne peut pas compter sur les États-Unis. Les Israéliens ont des armes qui peuvent... Alors que va-t-on faire? Je pense que le traité entre l'Arabie saoudite et le Pakistan montre l'une des voies à suivre. Je sais que le Conseil de coopération du Golfe s'est réuni et a déclaré qu'ils allaient améliorer leur défense aérienne et qu'ils allaient collaborer. Nous verrons bien. Mais en tout cas, c'est certainement une démonstration très claire de 2 choses. D'une part, la primauté croissante d'Israël dans la région, qui est elle-même un sous-ensemble de la primauté mondiale américaine. Et d'autre part, ce monde multipolaire en mutation, comme on aime l'appeler, qui s'organise en blocs, ou du moins qui se prépare à les créer. C'est très similaire à 1984 d'Orwell, où le monde est divisé en 3 puissances qui se combattent, s'allient et changent d'alliance du jour au lendemain. Vous savez, cela ne ressemblera pas exactement à cela, mais c'est certainement plus proche de cela que de presque tout autre exemple de littérature qui essayait de prédire l'avenir. Donc c'est très sérieux, et nous verrons ce que feront les États arabes, les États du Golfe, la région, y compris en se tournant vers d'autres acteurs. Et cela inclut, potentiellement, ceci. C'est une étape importante, ce serait énorme, mais il s'agit vraiment de leur relation avec l'Iran. Oui. Je pense, Matt, que ce que nous avons appris du conflit, les 12 jours de guerre entre l'Iran et Israël, c'est qu'Israël a ses limites dans l'utilisation des armes dont il dispose. Parce que les avions de chasse, comme j'en ai discuté avec Ted Postol, il a dit que ces avions de chasse sont très faciles à cibler, à atteindre et à détruire pour les systèmes de défense aérienne. Mais lorsqu'il s'agit des missiles, la situation est différente. C'est compliqué, comme tu l'as mentionné. Mais nous savons, Matt, qu'Israël ne peut pas soutenir le conflit tel qu'il se déroule actuellement. C'est trop difficile pour Israël. Mais cela ne se reflète pas dans leur comportement. Même aux États-Unis, on parle des limites d'Israël, du gouvernement israélien. Mais regardez Israël, l'administration Netanyahou, ou l'opposition, ces personnes qui ne sont pas d'accord sur tout avec le gouvernement israélien. Ils ne semblent pas se soucier de ce qui se passe, ni de la durée,
pendant laquelle ils seront capables de poursuivre le conflit tel qu'il est. Parce que la situation en Ukraine s'effondre, et vous savez ce qui s'y passe. Et Israël alors? Pensent-ils vraiment, savent-ils ce que cela impliquerait réellement s'ils veulent continuer le conflit? Quelle est la capacité du pays? Et combien de temps pourront-ils continuer ainsi? Je pense que Vous devez supposer, aussi irrationnel qu'il puisse paraître, qu'à un certain moment, ils agissent de manière rationnelle, qu'à huis clos, ils doivent avoir ces conversations. Bien sûr, l'idée d'impliquer les États-Unis avec l'Iran repose sur plusieurs raisons. Mais l'une de ces raisons doit être que, comme vous le dites, les Israéliens commençaient à manquer de missiles de défense aérienne, et les Américains aussi. Je pense que vous êtes trop indulgent envers les Américains, car il y en a encore beaucoup qui, après avoir assisté à la défaite des États-Unis face aux Houthis en mer Rouge, ainsi qu'au fait que nous manquons de missiles après seulement 12 jours face à l'Iran, débattent encore de l'efficacité de ces missiles, sans même parler de l'efficacité des frappes de B-2 et de tout le reste. Il y a beaucoup de gens ici qui pensent encore que nous pouvons affronter la Chine, même si chaque jour les États-Unis s'affaiblissent et la Chine se renforce. Il y a beaucoup de personnes aux États-Unis qui n'ont pas compris que nous n'avons pas réussi à vaincre les Houthis en mer Rouge, ni les Iraniens en 12 jours, et pourtant, nous allons affronter les Chinois. Vous voyez, il y a donc une irrationalité qui domine ces mentalités. Mais ça a toujours été comme ça. Vous savez, quand on regarde certains épisodes historiques, des guerres, avec le recul, on se demande pourquoi diable ils ont fait ça. Pourquoi l'Allemagne a-t-elle décidé de se battre sur deux fronts? Pas une fois, mais deux fois. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, n'ont-ils pas compris la leçon? Je veux dire, on aimerait croire que ces gens agissent de façon rationnelle, alors qu'ils ne le sont pas. Je me souviens du tout premier cours d'économie que j'ai suivi. La première chose que le professeur a dite: l'économie est une science qui nécessite des acteurs rationnels pour fonctionner. Et puis il a ajouté quelque chose comme: combien de personnes connaissez-vous qui sont vraiment rationnelles? Vous voyez? Donc, cette idée qu'on s'attend à... On peut avoir les deux choses en même temps. Ils peuvent très bien se dire entre eux: mince, on commence à manquer de missiles ici. Nous n'avons pas la capacité de suivre le rythme, vous savez, et ainsi de suite, tout en comprenant que vos défenses seront toujours en retard par rapport à votre capacité offensive, n'est-ce pas? Et il n'y a personne de mieux placé que Ted Postol pour expliquer cela. Mais l'idée, c'est qu'il est beaucoup plus facile de développer une nouvelle génération de missiles offensifs, capables d'aller plus vite, de monter plus haut, de zigzaguer davantage et d'éviter les défenses aériennes ennemies que de construire des défenses aériennes capables d'intercepter ces nouveaux missiles. On est toujours en train d'essayer de rattraper le retard en matière de défense. C'est aussi toujours plus coûteux. Donc, il y a cette réalité pour les Israéliens et les Américains. Si nous voulons faire quelque chose de ce genre, il faut viser de véritables frappes décisives. Et nous avons vu les Israéliens tenter cela, n'est-ce pas? Je veux dire, ils ont tenté une campagne de décapitation contre les Iraniens. Ils ont réussi, à bien des égards, mais cela n'a pas donné les résultats qu'ils espéraient. Ils pensaient, je crois, qu'en éliminant le haut commandement militaire iranien, l'armée iranienne deviendrait d'une certaine manière inutile, qu'elle s'effondrerait et n'aurait plus aucune structure ni contrôle. Cela ne s'est pas produit. Les Iraniens étaient préparés à ce que leur chef soit tué de cette façon. De nouveaux commandants ont pris la relève. C'est assez basique, vous savez, c'est la base de la stratégie militaire. Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez que votre supérieur va se faire tuer et que vous devrez faire son travail.
Donc vous savez, leur arrogance et leur hubris, largement fondés sur des succès passés, ne sont pas tempérés comme ils le devraient. Il y a donc ce danger que les Israéliens essayent à nouveau. Maintenant, quelqu'un pense-t-il vraiment que les Israéliens n'utiliseraient pas une arme nucléaire? Je veux dire, ils ont tout fait d'autre. Pourquoi n'utiliseraient-ils pas une arme nucléaire? Après avoir été témoins de 2 ans de génocide. Mon Dieu, bien sûr qu'ils utiliseraient une arme nucléaire s'ils estimaient en avoir besoin. Ils n'ont aucun problème à contrarier les Américains. Ils n'ont aucun problème à mettre en danger leur bouée de sauvetage. Alors Donald Trump dit, oui, non, les Israéliens ne referont plus jamais ça, en référence aux attaques de Doha. Et le lendemain, Netanyahou dit, oh non, on va recommencer. Je veux dire, ça ne leur pose aucun problème, leur arrogance, leur hubris, leur sentiment d'être légitime. Mais encore une fois, cela remonte à qui sont ces gens, n'est-ce pas? Leur sentiment de justice vient de leur compréhension biblique, historique, du monde dans lequel ils vivent. Et c'est ce qui justifie, c'est leur fondement. Et si c'est nous contre le reste du monde, eh bien tant pis. N'est-ce pas ainsi que Dieu le veut? Donc tu as vu des signes que les Israéliens en sont conscients, encore une fois. Parce que les deux choses peuvent être vraies dans le sens où, tu sais, Netanyahou a justement déclaré la semaine dernière qu'ils allaient développer leur propre capacité militaro-industrielle là-bas. Nous n'allons pas dépendre des autres. Et c'est certainement une façon d'aller de l'avant. S'il était sérieux à propos de devenir Sparte, alors pourquoi pas? Vous savez, en 2024, les ventes d'armes israéliennes ont augmenté d'environ 15%. Donc, si vous allez avoir une fuite des cerveaux hors d'Israël, l'une des conséquences du fait de devenir une forteresse Israël, nous contre le reste, avec une bouée de sauvetage venant des États-Unis. Ainsi, la façon dont l'État israélien reste à flot, c'est en vendant des obligations que des villes, des comtés et des États américains achètent. Alors, c'est comme ça qu'ils s'y prendront. Et si vous perdez vos cerveaux, si vous perdez vos personnes les plus intelligentes, les laïcs, pas les colons fanatiques avec leurs 12 enfants dans les collines. Mais les gens avec 1 ou 2 enfants à Tel Aviv, qui travaillent pour les entreprises technologiques, s'ils décident d'aller vivre chez leurs cousins, à Los Angeles, à Toronto ou ailleurs, eh bien tant pis. Ces entreprises resteront quand même basées en Israël. Et en plus, ils ne perdent pas vraiment sur le plan démographique, parce que les colons dans les collines font 8, 10, 12 enfants chacun. Donc je pense qu'ils estiment pouvoir tenir ainsi. Et en plus de cela, s'ils développent les mêmes choses qu'Alinsky disait ou a dites, si Israël devient cette forteresse avec son arsenal, et comme on l'a dit en plein génocide, ils augmentent leur vente d'armes, eh bien cela pourrait devenir une part importante de leur économie. Déjà, vous savez, leur industrie de l'armement est très impressionnante pour un pays de cette taille. Donc, s'ils peuvent l'automatiser, ils peuvent avoir des robots qui fabriquent des bombes. Et ensuite, ces bombes sont testées au combat. Vous savez, qui ne va pas les acheter? La Colombie? Le Brésil peut-être pas, mais la plupart des autres pays vont les acheter. Donc on peut voir, dans cette folie, une voie à suivre à laquelle ils peuvent croire. Et vous savez, cela me fait comprendre que, vous savez, on parlera de cela pendant des années, qu'il n'y a pas d'espoir, que nous ne devrions pas avoir d'espoir. Nous ne devrions avoir que l'action de notre côté, parce que c'est la seule chose qui comptera, qui fera une différence. Les choses ne vont pas s'améliorer parce que rien ne va changer en ce qui concerne les Israéliens et les Américains. Et ils ne se soucient pas du reste du monde. Encore une fois, hier Donald Trump essayait de convaincre les Européens de se ranger de son côté. Ce revirement de Trump vis-à-vis de la Russie, oui, ces derniers jours, les propos qu'il a tenus sur la guerre en Ukraine, sur la Russie, et tout le reste. Je pense que cela montre qu'il comprend qu'il peut obtenir ce qu'il veut de la Russie.
d'autres pays, le Venezuela étant un exemple important, n'est-ce pas? Il n'a pas besoin des matières premières, du pétrole, du gaz, de tous les minéraux provenant de Russie. S'il pense qu'il peut alors les obtenir d'Amérique du Sud, n'est-ce pas? Donc, c'est ce type d'alignement qui est de notre côté, qui est dans notre bloc contre eux. Et il y a certainement beaucoup de gens à Washington qui pensent qu'ils peuvent encore détacher la Russie de la Chine et tout cela. Mais si vous regardez Donald Trump hier, lorsqu'il s'est exprimé à l'ONU, qui étaient les 3 personnes assises là à l'écouter? Il y avait Scott Bessent, le secrétaire au Trésor, Marco Rubio, le secrétaire d'État et conseiller à la sécurité nationale, et Michael Waltz, n'est-ce pas? Vous savez, c'était Michael Waltz à l'ONU. Je veux dire, quelles sont les opinions de ces 3-là sur la Russie? Ils détestent les Russes, non? Donc, c'est quelque chose auquel beaucoup d'entre nous s'attendaient, que Trump essaierait de faire quelque chose avec la Russie et que ça ne se passerait pas comme il le voulait. Et toutes les personnes autour de lui qui sont anti-Russie allaient dire « Monsieur le Président, c'était un bon effort, mais vous savez, on vous l'avait dit, vous ne pouvez pas parler à ces gens-là. Vous ne pouvez pas travailler avec eux. » Le général Kellogg est en arrière-plan, en train de crier qu'on va leur botter les fesses ou quelque chose comme ça, non? Je veux dire, donc oui, Trump s'y plie. Et la vision du monde qu'il a, c'est d'accord, je n'ai pas besoin de la Russie. Peut-être pas comme je le pensais lors de ma première administration. Je pense, Matt, que lorsque l'histoire parlera de ces moments que nous vivons, elle nous jugera sur la base de nos décisions et de ce que nous faisons. Et je pense que ces 2 derniers jours, nous avons eu une révélation majeure venant de la Russie à propos de Trump. La Russie dit qu'elle veut continuer à respecter les restrictions quantitatives prévues par le traité New START. C'est énorme. Vous savez, après tous ces conflits, l'envoi d'armes, le combat contre les États-Unis et les Européens en Ukraine, et tout cela, ils essaient de proposer quelque chose sur lequel travailler, d'être plus impliqués avec l'Occident. Et ils attendent la réponse des États-Unis. Ce sont des enjeux majeurs, car l'histoire retiendra ces faits. L'histoire retiendra que la Chine souhaite négocier, souhaite dialoguer avec les États-Unis. L'Iran essaie tout, ils veulent discuter, ils veulent négocier. En ce qui concerne le traité New START, nous savons à quel point il est important. À votre avis, quelle serait la réponse des États-Unis face à la Russie? Je pense qu'ils vont l'ignorer. Je pense que les Américains vont l'ignorer. J'espère vraiment qu'ils ne le feront pas. J'espère que Trump résistera à la pression qu'il subira pour l'ignorer et qu'il ira de l'avant en disant « Oui, d'accord, on prolonge ». J'espère que ce sera le cas. Je ne sais pas, Nima. C'est quelque chose que je dois vérifier, je suppose. Si une telle prolongation nécessite ou non l'approbation du Congrès. Je ne sais pas. Si c'est le cas, il ne l'obtiendra pas. Il y a, entre autres, tellement d'argent à gagner avec l'expiration de New START aux États-Unis. Ce sera une aubaine pour l'industrie de l'armement nucléaire. Les règles ne s'appliqueront plus. Le Congrès a déjà approuvé, je ne connais pas les chiffres exacts, mais environ la moitié de notre flotte de B-52, afin de se conformer au traité New START, ne peut pas transporter d'armes nucléaires, n'est-ce pas? Ils ne peuvent pas les transporter. Et nous introduisons également un nouveau missile de croisière nucléaire lancé depuis les airs. Donc, environ la moitié de nos B-52 ne sont pas configurés pour transporter des armes nucléaires. Il y a quelques années, le Congrès a adopté une loi, une véritable loi, qui stipule qu'aussitôt que le traité New START expirera, ces B-52 qui ne sont pas capables de transporter des armes nucléaires seront immédiatement modernisés pour pouvoir le faire. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres que nous pourrions évoquer
pour illustrer à quel point cela sera une mine d'or pour l'industrie de l'armement, à quel point ce sera dangereux, et comment les Chinois, les Russes et d'autres devront réagir, n'est-ce pas? Je veux dire, si vous êtes les Indiens, par exemple, avec tout ce qui se passe, tout ce qu'ils ont vu, les droits de douane à 50%, cette guerre avec le Pakistan, et ainsi de suite, et tout le reste, on peut ressentir que ce que nous avions autrefois avec les Américains, où il existait une certaine forme de relation de travail, même à l'époque où les Indiens pilotaient des avions de chasse soviétiques et ce genre de choses. Ils faisaient partie du mouvement des non-alignés et tout le reste, si je me souviens bien. Mais il y avait une relation de travail avec les Américains. Eh bien, est-ce que cela va disparaître? Et maintenant, les Indiens doivent-ils s'inquiéter d'être la cible d'une attaque américaine? Donc, je veux dire, l'idée que vous ne parlez que de 3 puissances, et puis aussi dire qu'il y aurait vraiment une scission entre l'Europe et les États-Unis, eh bien, est-ce que les Français et les Britanniques moderniseront leur flotte pour suivre le rythme des autres puissances? N'est-ce pas? On peut vraiment voir cette dynamique se mettre en place. La course aux armements actuelle a commencé avec la décision de George W. Bush de se retirer du traité sur les missiles antibalistiques en 2001. C'est cet événement qui a déclenché la course aux armements actuelle, comme tout le monde l'avait prédit. Donc, l'échec ou la fin du traité New START renforcerait-il cette tendance? Je pense que oui. Je ne vois tout simplement pas les Américains le prolonger au vu de leurs déclarations, de la politique, de l'argent en jeu et de leur vision persistante selon laquelle les États-Unis doivent maintenir leur primauté. Et à mesure que le monde évolue et que ces blocs se forment, que la dynamique du nous contre eux s'accentue et que cette primauté est menacée, nous ne pouvons pas nous permettre, vous savez, de maintenir ce traité. Surtout quand les arguments contre le traité sont aussi fallacieux. Eh bien, il n'inclut pas les Chinois, et les Chinois sont alignés avec les Russes. Donc cela signifie qu'ils n'ont pas 1500 missiles et ogives prêts à l'emploi. Ils en ont en réalité 2500. Donc nous devons, n'est-ce pas? Je veux dire, on voit bien comment cet argument fallacieux va être avancé sur CNN, sur Fox News et lors des auditions des commissions du Congrès. Et bien sûr, tout l'argent qui se cache derrière. Donc j'espère de tout cœur me tromper. J'espère de tout cœur me tromper. J'espère de tout cœur que Trump va dire, eh bien vous savez, quand j'ai dit en janvier ou février, ou peu importe que nous devions nous débarrasser des armes nucléaires, je le pensais vraiment. Vous savez, peut-être que quelqu'un peut le convaincre en lui disant « Écoutez, Monsieur le Président, vous voulez ce prix Nobel de la paix. Peut-être que c'est la voie à suivre, non? Mais je n'y crois pas, parce que je ne vois pas. Écoutez, je pense que beaucoup d'entre nous, Dima, espéraient que les discussions entre la Russie et les États-Unis iraient au-delà de l'Ukraine, qu'elles porteraient sur des questions stratégiques beaucoup plus larges et importantes. Par exemple, les bases de missiles américaines en Roumanie et en Pologne. Vous voyez, on n'en est même pas proche, mais alors pas du tout. Donc c'est une autre raison pour laquelle je doute que les Américains acceptent la proposition des Russes ici et la prolongent d'1 an. Ce serait simple, ce serait facile, ça ne changerait rien. Mais je ne vois tout simplement pas cela arriver. Tu sais ce qui est vraiment tragique, Matt. Quand on regarde les États-Unis, on voit des élites où le système, une fraction de 1% des États-Unis, ce sont eux qui décident de tout. Mais ils ne comprennent pas que la Chine a changé la donne. Le jeu ne consiste plus seulement à dominer, il s'agit de partenariat. Il s'agit d'être des partenaires égaux. Et bien sûr, de la même manière que la Russie entretient une sorte de relation, un partenariat substantiel avec la Chine, elle profite de ce partenariat. Les deux parties en tirent des bénéfices.
Vous savez, c'est pareil pour l'Iran. Regardez l'Inde. Comme vous l'avez mentionné, l'Inde se rapproche de la Chine et de la Russie, des BRICS. Vous savez, ils ne suivent pas. Ils ne cherchent pas à dominer. Ils ne veulent pas cette primauté, comme vous l'avez dit. La Chine non plus ne la veut pas. On ne voit pas cela dans leur comportement. C'est un changement fondamental. Et les États-Unis doivent changer leur comportement parce que ces pays, ils ont tellement essayé de convaincre l'Inde. Même Blinken a dit « Quittez les BRICS si vous voulez une meilleure relation ». À quel point est-ce stupide de demander ça à l'Inde? Eh bien, je suis sûr que vous savez, avec les Chinois, je suis certain que si vous travaillez dans une mine en Afrique, qu'elle appartienne aux Chinois ou aux Américains, c'est toujours affreux, horrible. Donc pour la plupart des gens du Sud global, peu importe qui sont les propriétaires finaux de l'industrie, je ne pense pas que cela fasse vraiment une différence. Mais d'un point de vue géopolitique plus large, vous avez tout à fait raison. On ne voit pas ce désir de primauté s'exprimer à travers les politiques de ces nations, du moins à ce que l'on peut constater. Ce n'est pas simplement une nouvelle version des méthodes coloniales des derniers siècles. Ce qu'ils essaient de faire, c'est de créer des circonstances ou des conditions dans le monde entier où ils peuvent prospérer. Absolument, qu'il s'agisse des Chinois, des Indiens, peu importe qui, ils veulent sortir gagnants. Ils veulent gagner de l'argent. Ils veulent réussir. Ils veulent accroître leurs actifs, etc., etc., etc. Mais ils ne veulent pas le faire par la force des armes, ou, à l'ère moderne, par un missile Hellfire tiré d'un drone, n'est-ce pas? Je veux dire, c'est ce qu'on entend partout dans le monde. Je ne me souviens plus qui c'était, mais quelqu'un d'Afrique, un ministre d'un pays africain, a dit « Vous savez, quand nous traitons avec les Américains, nous finissons par avoir des commandos et des drones. Quand nous traitons avec les Chinois, nous obtenons des ports et des chemins de fer. » Alors, est-ce que ces accords sur les ports et les chemins de fer sont des cadeaux faits par pur altruisme de la part des Chinois? Non, bien sûr que non. Y a-t-il des préoccupations légitimes concernant la façon dont la Chine endette certains pays? Bien sûr. Cependant, si l'on regarde les conditions d'endettement actuelles de ces pays vis-à-vis de l'Occident, pourquoi ne pas choisir les Chinois? Vous voyez ce que je veux dire. Donc je pense que pour rebondir sur votre remarque, ces pays abordent leur rôle dans le monde, leur ordre, leur position, d'une manière qui est bien sûr certainement guidée par leurs propres intérêts, mais qui présente aussi des avantages mutuels. Il y a un bénéfice mutuel parce qu'ils comprennent que c'est ainsi qu'on se développe, qu'on prospère, qu'on devient plus fort. Ce n'est pas en gaspillant ses ressources dans des guerres ou en maintenant au pouvoir des dictateurs inefficaces et corrompus juste pour s'assurer que sa couleur figure sur la carte, n'est-ce pas? Donc, toute cette idée de stratégie d'échiquier, ils ne la voient tout simplement pas de cette façon, parce que cela n'a pas de sens. Ils sont assez intelligents pour savoir que ce n'est pas ainsi qu'ils vont prospérer. Ce n'est pas comme ça qu'ils vont devenir plus forts. Oui, les Chinois, bien sûr, veulent être la nation la plus puissante du monde. Mais ils ne veulent pas le faire de la manière dont les Américains l'ont fait, parce qu'ils regardent cela et se rendent compte à quel point cela a été idiot. J'avais un ami qui était en Chine il y a 15 ans et il a parlé à des gens du ministère chinois des Affaires étrangères. Il a demandé « Quel est votre objectif pour les Américains ?» Et ils ont répondu « Nous voulons voir les Américains continuellement empêtrés dans des guerres sans fin au Moyen-Orient aussi longtemps que nous vivrons. » N'est-ce pas? Je veux dire, ils savaient simplement qu'à mesure que les États-Unis déclinaient, à cause de tous ces fardeaux, de tous ces poids, de ces pierres attachées autour du cou de l'Amérique, ainsi que de la perspective américaine, selon laquelle la force vient de la victoire dans des guerres à l'étranger,
ce qui est absurde. Nous n'avons pas gagné de guerre depuis 80 ans, et nous l'avons fait avec d'autres, pas seuls, n'est-ce pas? La force vient de ce qui est interne à votre pays, son peuple, ses ressources, ses infrastructures, son éducation. Ils le comprennent. Donc oui, je sais que c'est exaspérant en tant qu'Américain de regarder cela parce que c'est tellement évident. Et il y a tellement d'autres alternatives et options. Mais, vous savez, j'imagine que c'est ce que nous devons endurer en conséquence d'être nés dans un empire en déclin. Oui. En fait, personne n'en a envie. Matt, je suis sûr que ces gens en Iran, en Russie, en Inde, ils veulent une certaine forme d'équilibre entre l'Est et l'Ouest. Tout le monde veut ça. Mais malheureusement, ces gens aux États-Unis, leur jeu est un jeu à somme nulle. C'est tout à fait exact. C'est ex-destructeur pour les États-Unis et le monde, à mon avis. Exactement. Et cette mentalité de somme nulle est la vision définitive des Américains à Washington, D.C. et à New York. Que ce soit dans le milieu de la politique étrangère, les cercles du renseignement militaire, les cercles politiques, l'industrie bancaire ou les médias, vous savez, quand vous regardez CNN ou MSNBC ou que vous lisez le Times ou le journal, cela ressort comme une logique de somme nulle. Si l'Amérique obtient quelque chose, alors quelqu'un d'autre perd, et inversement. Et si aux États-Unis, vous exprimez une opinion différente, si vous disiez « Mon Dieu », si vous êtes à DC et que vous vous levez au milieu d'une conférence dans un think tank pour dire « Le grand échiquier de Zbigniew Brzezinski, c'est n'importe quoi », ils vous chassent avec des fourches et des torches. Vous savez, ils vous poursuivent à travers le Memorial Bridge. Je veux dire, c'est devenu tellement ancré dans notre identité en tant que peuple que ce n'est même plus une question d'intérêt. C'est juste de la cupidité pure et aveugle. Nous voulons, et personne d'autre ne peut avoir, parce que c'est ce que nous sommes. Ce n'est même pas une question de savoir si cela a du sens. Si nous devons dépenser plus, gaspiller plus, si nous devons dépenser 8 000 milliards de dollars pour les guerres en Irak et en Afghanistan, alors soit. C'est ce que nous faisons. Et c'est ce qui est très dangereux pour les autres pays, ils doivent le comprendre. Donc les Russes, je pense, doivent s'en inquiéter ici. Maintenant, Donald Trump n'a rien dit sur une implication des Américains contre la Russie, autant que nous puissions comprendre. La politique consisterait peut-être simplement à ce que les Américains se retirent des négociations, puis vendent des armes aux Européens. Mais, vous savez, c'est ce que j'aurais dit à Poutine il y a 3 ans et demi. Il faut être très prudent avec les Américains. Parce que, si j'étais Joe Biden, je pourrais te dire, si Biden acceptait de lui parler, « Écoute, nous venons de dépenser 8 000 milliards de dollars en Irak et en Afghanistan. Tu ne penses pas qu'on peut recommencer? Tu ne penses pas qu'on peut le refaire? On le fera. Je veux dire, on l'a déjà fait. On serait ravis de recommencer, ce genre de choses. Notre propre stupidité, notre propre vanité nous détruira. » Donald Trump veut retourner en Afghanistan. Exactement. C'est ça. Je veux dire, c'est tout à fait ça. C'est très réel. Et vous savez, même quand on repense au discours de Trump à l'Assemblée générale, il s'adressait aux Européens. Il est grossier, il est pompeux, il est impoli et il est idiot. Vous savez, c'est ce que j'ai déjà entendu décrire comme l'idée qu'une personne stupide se fait d'une personne intelligente. Ce genre de choses. On peut faire des blagues à ce sujet et se moquer de lui et tout ça, mais vous savez quoi? Ce qu'il disait en s'adressant aux Européens, encore une fois, c'était grossier, vulgaire et tout le reste. Cela correspond à ce que pensent les démocrates, à savoir qu'il doit exister une forme de parenté entre les États-Unis et les Européens. Si quelqu'un pense que Biden et son entourage ne considéraient pas cette relation avec les Européens comme étant des vassaux des États-Unis, je ne sais pas quoi lui dire.
On voit donc qu'il y a une continuité ici, même si ce que Trump a dit hier était particulièrement choquant. Il y a une continuité entre Trump, son prédécesseur démocrate, ainsi qu'avec l'administration Obama et tout le reste. Donc oui, il y a de quoi s'inquiéter. On peut encore une fois s'en moquer et en rire, mais c'est très sérieux, très sérieux. Oui, exactement. Merci beaucoup, Matt, d'être avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir de t'avoir à nouveau parmi nous. Et nous allons t'inviter les mercredis. On Wednesdays. Mercredi à 14 heures, absolument. Heureux d'être ici.